Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag Expo, Zigzag Café. C'est selon votre désir et votre plaisir. Vous dire, regardez, on va demander au capitaine Dazon, faites donc bouger un peu le bateau, juste pour nos invités, pour Madame Christiane Langenberger qui est avec nous, les jeunes femmes du Zonta Club, la classe qu'on accueille. Voilà, vous êtes content là, ça va encore un petit peu plus, Dazon, c'est bien. Voilà, ça vous met à l'aise ? Ça va. Ça va, ça va. Alors écoutez, on va vous raconter d'étranges choses aujourd'hui. Il peut accentuer encore le mouvement, comme vous le remarquez. C'est excellent ça, on va voir jusqu'à quel moment ils vont pouvoir résister au mouvement du bateau. Je voudrais vous dire qu'il se passe d'étranges choses. On est à Bienne, Expo 02, et quand vous allez regarder sous l'Arte-Plage, sous les colonnes de fer, bizarre. Ich kann das fast nicht begreifen, warum sie so viel Eisen brauchen hier. Aber anscheinend braucht es wegen der Belastungen noch an einem Ort. Aber das ist jetzt so die Idylle wie Albedanker, einfach auf dem See aussen mit viel Pfähl und ein Blatt oben drauf. Das ist jetzt genau ein paar Jahrtausende später hat man es jetzt genau wieder so hergestellt. Bon, ça vous fait déjà une clé. On va remonter dans le passé à partir de l'Arte-Plage de Bienne. Ils n'ont rien inventé avec leurs piliers de métal. Et depuis longtemps, on se pose des questions par rapport au pilotis. Ça sera pour tout à l'heure. Mais si on continue à suivre ce monsieur qui s'appelle par ailleurs Kurt Michler ou Michler, vous allez voir qu'il a d'étranges habitudes. Il part avec son bateau et ensuite, on le retrouve dans des bois. Voilà, alors ça c'est la deuxième clé du mystère. La troisième, eh bien, je vais vous dire, on a des armes avec nous, on a découvert, pas loin d'ici, vous faites quelques dizaines de kilomètres quand même, mais on a découvert d'étranges guerriers. Ouais, si, on est tout à fait dans la réalité. D'ailleurs, je vais vous présenter les comédiens cascadeurs. Michael Ewer, il est spécialiste de l'escrime ancienne, il est diplômé de maître de l'Académie des armes anciennes. À côté de lui, c'est Jan Fantis. Bonjour. Également, ils vous expliqueront tout à l'heure les différentes techniques et leur rôle surtout. À côté de moi, Marie-Isabelle Catin, elle est archéologue, docteur en préhistoire. Vous mettez votre micro bien près, comme ça? Oui, c'est ça. C'est comme un silex, regardez, vous le mettez comme ça, voilà. Elle est spécialiste du silex, elle sait tout, absolument tout sur le silex. Madeleine Betchard, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le musée... Le musée Schwab à Bienne, c'est un musée d'archéologie. Si vous deviez nous le dire en allemand, vous diriez comment? Un muséum für Archäologie. Ça, c'est pour que les quelques Suisses alémaniques qui veulent bien nous suivre. Jean-Marie Corona et Joseph Cura, ils sont tous les deux... Comment je devrais vous présenter, vous, au fond? On est des forgerons. Vous êtes forgerons.
Forgeron, qu'est-ce qu'on dit? On dit forgeron d'art, forgeron? Ben, on peut parler de ferronnerie quand on fait des pièces qui ont pour but d'être belles. Ou autrement, on est un forgeron quand on fait de l'outillage ou des pièces qui ont pour vocation quelque chose d'être utilitaire, disons. Ok, c'est parti. On va d'abord aller voir votre musée pour essayer de comprendre, parce qu'en marge d'Expo 02, s'y trouve actuellement une remarquable exposition. Nous sommes ici devant le musée Schwab. C'est le musée Schwab d'archéologie de la ville de Bienne. Il a été ouvert en 1873. C'est le troisième plus ancien musée de la Suisse. Je vous invite de visiter l'intérieur. Nous avons ouvert une nouvelle exposition temporaire. Qui s'appelle? Qui s'appelle Fer, feu et culte. Au centre de notre nouvelle exposition, c'est l'épée celtique de l'Athènes. Je vous montre ici une épée originale. Il a été trouvé à l'Athènes. Elle a maintenant 2200 ans. Notre question principale était de savoir comment les Celtes ont fabriqué leurs épées. C'est pour ça que nous avons pris un échantillon et c'est l'EMPA de Dubendorf qui a analysé cet échantillon. À partir de ça, nous avons eu une bonne réponse sur notre question. Ensuite, nous avons demandé à Jean-Marie Corona de Valorbe de nous refaire une épée dans cette technique qui a été appliquée par les Celtes. Ça, c'est cette épée reconstituée par Jean-Marie Corona. La grande différence entre l'épée reconstituée et l'épée originale, c'est la poignée. Normalement, on trouve très peu de fragments de poignée. C'est pour ça qu'on a dû aussi se baser sur nos expériences, qu'est-ce qui est pratique dans la main, qu'est-ce qui fonctionne. Voici le fondateur du musée, Friedrich Schwab. Il a offert à la ville de Bienne 60 000 francs pour construire ce bâtiment. Friedrich Schwab, c'était un collectionneur très passionné. Il a mandaté des pêcheurs au bord des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat de chercher des objets archéologiques. Ça, c'est cette collection de références qui est exposée dans cette salle ici. À cette époque, on pensait encore que nos ancêtres ont vécu dans des villages sur des plateformes sur l'eau. Je pense que cette vision très romantique est restée dans les esprits et dans les idées de nos visiteurs. Dans la collection, nous avons des épingles en bronze qui servent pour fixer les habits. On a des bracelets en bronze qui sont très jolis, décorés. On a des objets qui servent pour l'agriculture ou bien pour la pêche, aussi des flèches en bronze pour la chasse. On a des haches en bronze, par exemple, pour couper du bois et des épées en bronze. Voilà, donc c'est une exposition qui s'intitule Fer, feu, culte, les épées celtiques de l'Athènes. Vous nous dites où se trouve l'Athènes? L'Athènes, c'est au bord du lac de Neuchâtel, dans l'ancien bras de la Thièle. Et c'est un lieu particulièrement intéressant? Quand on entend l'Athènes, on s'imaginait un paysage très vert, très calme. Aujourd'hui, il y a là un camping. Pour moi, c'est un lieu pour des nomades d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue historique? Ça, c'est un des rares sites des Celtes. Ça, c'est un des plus fameux sites celtiques dans la région. Alors, l'époque des Celtes, c'est quelle époque? Bon, là, les archéologues ont des différentes opinions. Moi, je dirais ça commence à 800 avant Jésus-Christ jusqu'à 0. D'accord. Alors moi, j'aimerais quand même que tous les deux vous donniez votre avis. Regardez cette épée-là. Vous allez la prendre en main. D'accord? Vous pouvez la prendre, n'hésitez pas. Regardez, elle en a pris un bout, là. Ça vous paraît normal, vous? Vous donnez un mal de chien, ça, plus les gens de l'époque. Et regardez ce que font les conservateurs. Ben, écoutez, c'est vraiment la seule chose à faire quand on veut vraiment savoir ce qui se passe dans la structure du métal. On prend un échantillon et on l'analyse. On fait une analyse visuelle, surtout aussi pour voir la structure.
Ça nous permet d'avancer beaucoup parce que ça Qu'est-ce que vous cherchez à savoir, vous, en prenant un bout de cette épée-là? Notre question principale était comment est-ce que les Celtes ont fabriqué les épées. Ouais. Et c'est la seule façon pour avoir une certitude sur la technique. Et ensuite, on a des résultats, mais ensuite, c'est important de vérifier les résultats. Et c'est pour ça qu'on est entré en contact avec Jean-Marie Corona. Alors, votre principe, c'est de vous dire, si je vais voir des forgerons, peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider à comprendre la structure de l'épée que j'ai retrouvée. Bien sûr, parce que j'ai fait moi-même l'expérience. Quand j'étais chez lui dans sa forge, c'est vraiment là où j'ai compris comment est-ce que les Celtes ont fabriqué les épées. Allez, alors on va essayer. Hein. Elle vient vous voir, elle dit, écoutez, voilà, c'est une mission extrêmement simple. Vous allez retrouver à la fois, grosso modo, le métal, les techniques des Celtes. Vous étiez aussi de la partie, vous? Oui, j'ai suivi ça. Vous avez suivi ça aussi attentivement. Quand on vient vous voir et qu'on vous dit, écoutez, en toute simplicité, faites-moi donc une épée qui date du temps des Celtes. Ben, nous, ça nous choque pas trop. Ça vous choque pas trop? Non, parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec des forgeurs de sabre japonais. Ouais. Et on avait déjà eu l'occasion de faire des lames à partir du minerai de fer. Donc, on a eu un avantage par rapport à certains forgerons, c'est qu'on avait déjà pas mal de notions. Mais on trouve facilement des forgerons japonais sur les bords du lac de Neuchâtel. Non, moi j'en ai croisé qu'une fois dans ma vie. Quelle impression ils vous ont fait? Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Par leur technique. Par leur technique, par leur philosophie du travail, ouais. Ah, juste peut-être une chose, respect aux archéologues qui osent couper une épée comme ça. Nous, ça fait longtemps qu'on leur demande de couper pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ils n'osent pas, souvent. Et là, c'est grand respect, métier, à mon avis. Beaucoup de respect parce que nous, nous, c'est intéressant. Bien sûr. Ouais. Alors, Jean-Marie Corona, vous êtes fils d'architecte. Vous n'avez pas eu envie d'être architecte? Non. Pas vraiment, non, pas vraiment. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Ouais. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir un métier de forgeron? Mon père avait ramené une grosse enclume une fois d'un chantier qui faisait dans les plus de 200 kilos. Cet objet m'a beaucoup titillé et puis je me suis un petit peu intéressé à ce que pouvait être la forge. Mais je dois quand même avouer que la passion est allée grandissant au fur et à mesure. C'est une passion qui n'a fait qu'augmenter en fait. Alors on va pas s'apesantir là-dessus, mais quand même parler d'une épreuve que vous avez vécue, parce qu'à un moment, un accident de travail va vous priver d'un bras, et puis vous allez le récupérer, et vous allez continuer à faire votre travail de forgeron. Oui, ça m'a beaucoup aidé d'avoir une perspective telle que celle de reprendre mon métier. Donc j'avais quelque chose à quoi m'accrocher, disons. Et puis j'ai suffisamment de folie pour avoir recommencé à travailler en tant qu'artisan. Et à plein. À plein temps, oui, tout à fait. D'accord. On va voir un extrait de film et vous allez nous expliquer de quelle manière vous avez reconstitué cette épée du temps des Celtes. Au fond, il y a une chose qui est assez curieuse. Quel est le métal qu'on utilise? C'est du fer. Alors, pour ces épées, et à cette époque, oui, c'est du fer. La découverte de l'acier est plus tardive. Donc là, on voit sur les images que je travaille une barre, que je forge au martinet. Il faut savoir qu'à l'époque, le métal artisanal nécessite des étapes de forgeage telles que du repliage et de la soudure au feu afin il paraît que vous appelez ça de temps en temps un millefeuille, non? Alors oui, c'est un millefeuille quand le nombre de couches est important. Pourquoi est-ce qu'on replie le métal? On aurait pu faire l'épée d'un seul tenant, là. Pourquoi replier systématiquement ce métal? Alors il y a deux choses. L'une, ça va donner une structure au métal, c'est-à-dire que vous allez avoir des veines, comme dans du bois, tout d'un coup. Et puis d'une autre part, ça devait aussi servir à l'époque à rendre le métal plus pur. De le ressouder au feu sur lui-même, on le soude à plus de 1000 degrés, hein. Donc ça permet de faire sortir des impuretés encore. Donc, ça le rend plus résistant au fond lors des combats. Exactement, mais c'est-à-dire qu'il faisait ça avec tout le métal qu'il fabriquait à l'époque. C'était toujours corroyé, c'est du corroyage en fait. Et ensuite, il faut tout un travail pour arriver jusqu'à une lame qui soit relativement fine. Alors oui, et puis on perd beaucoup de métal pendant toutes les étapes qui jalonnent la fabrication.
C'est assez long, hein. C'est quand même des coups précis qu'il faut donner à chaque fois pour pas avoir trop de mauvais coups de marteau qui ensuite obligent pendant l'étape du polissoir d'enlever encore de la matière jusqu'à arriver à avoir une surface lisse. D'accord. C'est un travail qui dure combien de temps à peu près? Ouais, en gros, moi j'ai pas tourné qu'un chronomètre, mais il faut une dizaine de jours avec la poignée. Hein. C'est des pièces qui devaient à l'époque prendre vraiment énormément de temps parce que le métier, pour moi, il est devenu drôlement confortable. On a des tas de machines qu'eux n'avaient pas. Et même avec toutes ces machines, c'est un gros travail. Quand on parlait tout à l'heure de ces forgerons japonais que vous avez l'occasion de rencontrer, pour vous, ça vous a aidé à retrouver les gestes là? Oui, parce qu'ils nous ont expliqué déjà comment fabriquer du fer ou de l'acier à partir du minerai de fer. Nous, on l'achète chez le marchand, le fer, maintenant. Donc, c'était déjà intéressant de savoir comment on fabriquait le fer. Et puis, justement, ils nous ont expliqué ces techniques de repliage pour affiner et améliorer le fer ou l'acier. Donc, forcément, nous, ça nous a beaucoup aidé, c'est sûr. Ouais. Et ça arrive souvent qu'on vous demande de faire quelques épées celtiques? Des épées, c'est pas fréquent, hein, parce que c'est des pièces de prix quand même, mais depuis quelques années, j'ai déjà appris la passion du fabricant de couteaux, et non pas celui du collectionneur. Donc déjà, il y a un lien qui est très fort avec le couteau. Hein. Et vous en faites régulièrement? Oui, je mets l'accent là-dessus maintenant parce que c'est vis-à-vis de mon handicap une pièce que je peux faire avec pas mal d'aisance. Ouais, à voir, vous n'avez pas trop de problèmes quand vous faites votre épée celtique non plus. Ça se voit pas très bien sur le film, mais j'étais très fatigué. Quand même. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors en dehors de ça? Moi, je travaille le métal en général, en fait. Ouais. Ça veut dire que je peux restaurer des pièces de ferronnerie, faire de la ferronnerie traditionnelle, ou travailler le métal de manière plus moderne, donc de la serrurerie avec par exemple des patines ou des formes particulières. Donc, voilà le travail, hein, c'est ça. Voilà, elle est malheureusement pas achevée. Qu'est-ce qui manque? Alors, il manque la croisée, c'est cette petite pièce, cette jolie petite pièce là, qui en arrondie, et une fameuse poignée qui était vraisemblablement en chaîne, d'après les traces qui ont été retrouvées. Vous êtes satisfaite? Oui, je suis très contente. Vous n'allez pas prendre un petit morceau dedans quand même? Pardon? Vous n'allez pas prendre un petit morceau dedans? Parce que je suis pas sûr qu'il serait toujours aussi content. Mais vous, dans le fond, on voudrait vérifier quand même. Non? Oui, peut-être un jour, on va prendre une partie aussi. On va prendre une échantillon. Marianne m'a demandé. Ces forgerons ont beaucoup changé, vous avez vu. Ils font des œuvres magnifiques et ensuite ils disent vous n'avez qu'à couper dedans, vous voyez. Une fois qu'elle est vendue, hein, vous savez. Ce qui est intéressant pour nous au musée, qu'on a des épées pour les donner au public. Voilà. Parce que c'est important d'avoir aussi le poids, essayer le geste. Pour moi, j'ai pas du tout l'habitude, mais je pense que c'est important pour le public qui puisse toucher l'épée. C'est vrai que pour faire son marché, c'est pas vraiment ça. Par exemple, cette épée, à mon avis, elle est très lourde. Je suis pas un grand spécialiste au niveau des épées. Alors attendez, question spécialiste, on va vous aider là, parce qu'une fois qu'elle est faite, il faut la tester. Regardez. Les gens qui viennent à l'école lémanique sont en général des gens de tous les bords. On a des informaticiens, des infirmiers, des manuels, des intellectuels, de tous les bords, histoire de se donner un frisson et puis de vivre un peu un rêve. Et tu vois, sans que j'utilise ma main gauche, elle se bloque. Fréquemment dans l'année, on peut présenter au public des démonstrations. Lors par exemple de la dernière bourse aux armes de Lausanne, on a pu faire des démonstrations. Ou lors de l'escalade avec la compagnie 1602, par exemple, les élèves peuvent présenter ce qu'ils font. Je fais de l'escrime ancienne et des spectacles parce que c'est un vrai plaisir et puis c'est une autre manière de voir la vie comme un chevalier. Alors une autre façon de voir la vie comme un chevalier? Oui, si on peut dire ça encore aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre. Parlez-moi un peu de vos élèves à l'école lémanique. Ah ben, il y en a
presque une quarantaine maintenant. Mhm. Et puis, oui, là c'était une pirouette sur la chevalerie. L'escrime n'est pas que la chevalerie. Et puis c'est vrai que pour Michael et moi-même, c'est plutôt l'aspect artistique qui prime. Même si nous faisons un travail qui nous passionne dans la recherche un petit peu des manuscrits, des traces. C'est vous qui avez été objecteur de conscience, c'est ça? Non, Ou ça c'est lui? moi. Ouais, expliquez-moi ça. Vous avez vu ça? Quand même, suivez un tout petit peu, messieurs les forgerons. Faut voir ça. Vous voyez, hein. cet homme se bat avec son épée, mais au fond, il est objecteur de conscience. Oui, en tout cas j'ai essayé à l'époque, sauf que ça m'a pas réussi. Hein. J'étais obligé de faire mon service militaire comme pas mal de monde de cette époque. Non, c'est donc dire que c'est un art que vous exercez, c'est pas... Voilà, c'est clair, ce n'est pas dans mon envie de devenir chevalier, de recréer l'histoire et de retourner faire marche arrière. On vous retrouve dans une deuxième séquence et après on vous mettra au travail. Romain Mottier en 2001. Sous son armure de 30 kilos, Jan Fontis n'est pas un chevalier du Moyen-Âge, mais un maître d'armes. Il enseigne toutes les techniques d'escrime ancienne. Sous les Romains comme au Moyen-Âge, c'était principalement des techniques de tranchant. Et puis après, on a découvert qu'en fait la pointe était plus efficace. Donc hop, on s'est lié à la pointe. Et puis on a, à partir du XVIe siècle, même un petit peu avant, on a commencé à développer principalement des techniques de pointe. Un maniement difficile à apprendre, il faut d'abord se familiariser avec les déplacements de base. Puis après, les gens pourront choisir librement, évidemment, le Moyen-Âge, pour apprendre des techniques du Moyen-Âge, les techniques de la Renaissance, de la période baroque, l'escrime au spectacle, avec des spécificités pour le spectacle, et puis le duellisme, qui est un nouveau sport qui est en fait un mariage entre l'escrime olympique et l'escrime ancienne. Au cinéma, les femmes jouent plutôt les belles prisonnières du donjon. Léonore, elle, s'entraîne au rôle du valeureux chevalier depuis 4 ans. Oui, j'ai toujours aimé la chevalerie. Et puis c'est vrai que j'aime pas être conventionnelle. Pour sûr, la dizaine de ferrailleurs qui s'entraînaient cet après-midi avaient tout sauf l'air conventionnel. D'abord, peut-être une question à vous. Est-ce que ça vous intéresse, leur technique, leur façon de faire pour votre musée? Bien sûr, parce que pour l'époque des Celtes, nous n'avons pas des sources historiques, ça veut dire des sources par écrit. Alors ce que nous essayons toujours de faire un voyage à travers le temps. Par exemple, cette fois, je suis très contente que j'ai pu inviter les 2 maîtres d'armes qui vont montrer aussi au public, au musée, comment est-ce que c'était, par exemple, au Moyen-Âge. Et ça donne déjà une bonne impression. Ils vont venir dans votre musée quand? Oui, au mois de septembre. Ouais, vous faites la publicité, c'est le moment, allez, franchement. Au mois de septembre. Vous savez mieux Je pense peut-être. que c'est le 24 ou le 28, je ne sais plus exactement. Hein. Au mois de septembre. Fin On peut nous septembre. appeler. Là-bas, on pourra peut-être vous en reparler. Alors, j'aimerais peut-être d'abord que vous montriez les épées que vous avez apportées là. Oui, vite fait. Alors on s'est dit, on va prendre... Vous la prenez en main là, voilà. Vite fait, on Oui. peut dire, ici il y a 400 ans d'évolution N'hésitez pas à la prendre. des épées. Voilà. Alors, on a ici une épée, c'est quoi, c'est 14e? Non, c'est début 15e, ça, début. Début 15e. C'est une épée d'entraînement. Voilà, une main, entraînement, il n'y a pas de pointe. Donc on est très clair, on n'est plus du tout dans l'époque, Ouais. évidemment, on a fait un saut historique important, on est au Moyen-Âge. Ça, c'est une épée courante. L'épée seule, oui, c'est une épée relativement courante. Celle-ci D'accord. est justement spécifique parce qu'elle est faite pour les tournois. Voilà. Entre les chevaliers, le but était de s'entraîner, de ne pas s'entretuer. Donc, Bien sûr. c'est pour ça qu'elle est pas... Là, nous avons une épée 1 main et demie, qu'on appelle aussi bâtarde, qui est une épée fin 15e, où vous voyez, elle est déjà très pointue, donc on travaille déjà pas mal de la pointe. Il y a des techniques particulières qu'on va montrer tout à l'heure, peut-être. Oui. Et puis vous avez fin 16e, l'arrivée de la suite en fait de l'évolution de l'épée, qui est la rapière espagnole, où il y a encore des coups de tranchant, mais de plus en plus encore de pointe, jusqu'à la rapière début 17e, qui est un petit peu, qui est une italienne, qui est un petit peu extrêmement fine, qui est un peu la rapière qu'on pouvait trouver chez les mousquetaires par exemple. D'accord. Et puis enfin l'épée de cour qui clôture notamment tout ce qui est l'Ancien Régime, avec le temps de Louis XVI par exemple, et des duels. Alors je vais vous proposer, vous posez vos micros, vous en avez 2 autres avec vous, vous prenez les armes qui vous conviennent et vous nous montrez d'une part le capet d'épée et d'autre part le geste réel. D'abord, il faut s'équiper. Hein. Oui, bien sûr. Les mains, c'est toujours ce qui est le plus délicat. Bien sûr. Voilà.
Attention les enfants, vous restez bien tranquilles là. On Ils sont impressionnés, pour c'est que normal. les téléspectateurs puissent voir. Bien sûr. Alors évidemment, comme vous l'avez cité tout à l'heure, il y a l'image cinématographique, c'est Robin des Bois par exemple avec Errol Flynn. Alors en général, la garde, la position de départ est ici, donc on commence. Voilà, c'est relativement burlesque presque pour nous. Ça correspond à rien ça. Ça correspond à une fantasmagorie sur l'escrime, parce qu'en fait les positions sont un petit peu différentes. Il faut voir aussi, même ce que vous venez voir là, dans le petit extrait là, de nos combats, c'est adapté à ce qu'on a envie de voir. Bien sûr. Un combat réel, c'est relativement court. Mais ce qui intéresse madame, c'est le geste réel. Alors, le geste réel se présente comment? Les gestes réels. Déjà, il faut voir vite fait voir l'escrime de l'époque. On coupe l'adversaire en quatre parties. On a des ouvertures, ce qu'on appelle les ouvertures en haut, à gauche, à droite et en bas. Et vis-à-vis de ça, on a 4 positions de combat qu'on met par rapport à ça. Là, je me mets dans une position qu'en allemand on appelle Dach, position au Oberhuten, ça c'est l'ancien nom de cette époque-là. Je suis dans une position de gardition qui me permet d'attaquer à la tête. Là-dessus, il va me faire une réponse. T'es prêt? Ok. Hey. Yeah. Alors ce qui est intéressant, c'est parce que au départ, si j'ai bien compris, dans le combat au Moyen-Âge, il ne s'agit pas nécessairement de tuer l'adversaire. Non, effectivement, ce qu'on en trouve beaucoup dans les manuscrits, c'est surtout des techniques pour désarmer, blesser son adversaire. Il y a aussi des coups, évidemment, pour tuer, mais la grande majorité sont faites quand même pour désarmer, mettre à merci, en fait. C'est plus intéressant de l'avoir comme otage ou comme prisonnier. Mais il faut voir, il y a deux genres d'adversaires. Il y a des adversaires qui valent rien, c'est les serfs, alors qui ne rapportent pas de sous, ça, on peut les tuer. Qui n'avaient aucune valeur financière, et les gens, les nobles, qu'on pouvait rançonner après. C'est ça. Et c'est clair, on n'abîmait pas la marchandise, comme... il disait tout à l'heure. Hein. Alors, deuxième démonstration. Là, je vais me mettre dans une position qu'on appelle Ox. À partir de là, et j'attaque. Hey. Donc, vous pouvez remarquer une chose, c'est aussi l'usage, en fait, parce que là, on vous présente des techniques très particulières. Souvent, les gens ont l'habitude de voir une escrime très basique, en fait, dans les films. Et ce qu'on trouve, justement, qui est passionnant dans les manuscrits, c'est justement la diversité des techniques de prise, de maintien, d'arrachage de l'arme de l'autre, par exemple. Alors ça, c'était, par exemple, typiquement, les deux qu'on vous a montrés jusqu'à maintenant, étaient des actions systématiquement basées pour désarmer et mettre à merci l'autre. Par contre, on peut évidemment passer à d'autres techniques qui sont cette fois-ci beaucoup plus meurtrières. Ouais. Ben, je me faire une position de la porte-acier, Eiserne Forte, et... Là, ça se termine mal en général. Hein. C'est plutôt... Ouais. C'est assez définitif. Je lui ouvre. D'accord. Faut voir, même si on prend le casque comme on l'a sur la table, qui était assez répandu à l'époque, là, la lame, elle arrive juste en dessous. Ah ouais. En dessous de la protection du casque et au-dessus de la protection de l'armure. On les rentre carrément dans le cou. Quatrième proposition, puis après on s'arrête. Alors, c'était juste pour vous montrer que on voit des fois des choses fantaisistes, mais en fait, elles ne le sont pas tellement. Ça, c'est une technique de combat italienne du début du XVe siècle, où notamment elle est très efficace pour les coups de pointe, et où je dévie, et tout de suite, je replace ma pointe. Et je passe en fait sous l'aisselle, et je pénètre sous l'aisselle. Et c'est extrêmement rapide et extrêmement efficace. Non, mais là, et en plus, je peux pousser. Bien sûr, ça va lui faire plaisir. Ouais. Oui, très. Tout à fait, parce qu'il trouve évidemment le seul vrai trou que j'ai dans l'armure. Hein. Bien sûr. C'est ici, et là, ça... Bon, peut-être qu'il faudrait expliquer aux jeunes qui ne passent pas en vacances, là, qui sont en train de suivre votre démonstration, qu'il ne faut pas trop s'amuser à ça dans la cour de la récréation. Non, pas vraiment. Bon, mais c'est comme tous les techniques de combat, on peut les entraîner d'une côté en technique de combat, mais de l'autre côté, ça peut être aussi un sport. Alors, une toute dernière démonstration, là, allez. Ça, c'est pour leur plaisir. Alors, attaque à la tête tu m'attaques ici. Je t'attaque là. Ok. Je vais vous montrer un petit truc plus spécial. Ah là, j'ai peur. Hein. Là, il me fait peur quand il me dit des trucs comme ça. Bon. À l'épaule. Je vais me faire toute position d'ox et... Donc, ce qui me permet en fait de glisser
venir chercher. Ah d'accord. Je savais qu'il me fait une vacherie. Ok, merci, revenez vous asseoir. On peut préciser d'ailleurs qu'en effet, vous faites ces démonstrations dans le cadre du musée. Vous les faites aussi au cinéma, vous le montrez. Ça nous arrive, absolument. Ça vous arrive. Et puis, mais il est vrai que, juste peut-être pour la sécurité, puisque c'était une question que vous nous avez adressée, Oui, oui. chez nous, les élèves passent souvent plusieurs mois, si ce n'est pas toute une année, en fait, à apprendre les bases des déplacements et apprendre surtout les bases des coups avec des bouts de bois. Parce que ça demande une certaine maîtrise, en fait, quand même, assez importante. Et là, on ne peut pas prendre de risques, en fait. Allez, on va... Surtout, Oui, je vous en prie. Surtout, on est obligé de travailler avec une sécurité active puisqu'on n'a pas de protection. Ça n'existe pas des vraies protections pour ce genre de travail. Et les accidents n'arrivent pas? Non. Jamais. Pour l'instant, on touche du bois. D'accord. On a réussi à passer. Merci à tous les deux. On va faire un saut historique. On va se retrouver à l'époque lacustre. Et on va se retrouver avec des gens qui pratiquent une autre forme de sport. Vous allez voir. Madeleine, vous sortez de temps en temps de votre musée et vous venez ici sur un terrain d'entraînement un peu particulier. Expliquez-nous. Nous nous rencontrons 1 ou 2 fois par semaine pour tirer à l'arc préhistorique. L'initiateur de ce groupe, c'est Kurt Michler. Marie-Isabelle, elle nous rejoint de temps en temps. Et le but est de perfectionner nos techniques parce qu'on participe régulièrement à des concours de tir aux arbres préhistoriques. Monsieur Michler, depuis quand vous animez ce groupe de tir à l'arc? Maintenant, ici, 8 ans. 8 ans, oui, c'est déjà 8 ans maintenant, oui. Moi, je tire maintenant avec des arcs 12-13 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette idée? Moi, normalement, c'est des autres arcs, c'est trop moderne. C'est mieux avec une pièce comme ça. Seulement des bois, ça suffit. Normalement, dire avec une pièce comme ça, ça va aussi bien. C'est pas avec des visées, des autres choses là, c'est pas mal. C'est pas une arc. C'est une arc comme ça, c'est une arc comme ça. C'est pas avec des glaces, avec des carbones, c'est tout. Non, c'est pas pour moi, c'est comme ça. Alors on l'a reçu déjà prédécoupé, on a reçu une grande baguette de bois prédécoupée. Et ensuite on a dû la polir sur le dos, sur le devant et lui donner une forme. Il a été régulièrement mesuré, son poids a été régulièrement mesuré pour que la courbure soit régulière sur toute la longueur de l'arc. Et ça a duré une journée à peu près de travail, de rabotage de la pièce en bois. Et la corde? Et la corde, ensuite, on nous a donné le fil et on a dû la tresser nous-mêmes, la torsader nous-mêmes. Voilà. Donc un arc comme ça ressemble beaucoup à un arc préhistorique utilisé par nos ancêtres. Oui, probablement, oui. À part le bois, puisque ça c'est du noyer américain et qu'ici il n'y avait pas de noyer américain. Ici ils faisaient plutôt des arcs en if ou dans d'autres bois de nos forêts. Avant les flèches, on employait des saguets pour aller à la chasse. Donc c'est, vous voyez, une énorme flèche avec aussi des plumes d'un côté, une pointe en os de l'autre. Et pour la projeter, pour lui donner un peu plus de puissance, on utilise ce qu'on appelle un propulseur. Donc c'est cet instrument-là, muni d'un crochet, qu'on va placer à l'extrémité de la sagaie, et qui va nous permettre de donner beaucoup plus de puissance au bras que si on jetait simplement la sagaie sans propulseur. Voilà, Marie-Isabelle est avec nous. Elle se déplace jamais sans sa sagaie d'ailleurs, regardez. Ah, c'est ça.
Oui, la voilà. Vous l'avez reconstituée? Oui, celle-ci, elle est reconstituée donc avec une pointe en bois de renne et des Oui. petites lamelles en silex. On sait de quelle époque ça date à peu près, enfin les vrais saguets? Alors celle-ci, c'est une reconstitution d'une sagaie magdalénienne, c'est-à-dire qui était l'instrument de chasse des chasseurs qui ont habité les rives du lac ici il y a 15 000 ans. 15 000 ans, ah ouais, bah dites donc. Et alors vous êtes docteur en préhistoire et spécialiste du silex. Oui, c'est ça. D'où vous vient cette passion du silex? Oh, c'est très vieux. Déjà de petite, j'aimais beaucoup les cailloux. Et le silex, parce qu'il se taille, m'a toujours passionnée. Alors vous avez des exemples, là, vous allez arriver avec une foule de silex, hein, je dois vous dire. Oui. Et toutes sortes de pierres. Montrez-moi quelques silex. Alors, Attendez, il va juste, voilà, on va l'aider, c'est tout simple. Vous voyez, là, voilà, ça y est, montrez-moi. Donc ça, c'est un Alors, silex. Celui-là, c'est une reproduction d'un silex débité par les chasseurs magdaléniens de Champrévert. Donc il le débitait en petits morceaux, comme ça. Voilà, en petites lames. Oui. Et là, il y en a un autre, c'est le même. C'est le même, hein, simplement d'accord. coloré. Voilà. Regardez. Et on voit, en fait, la coloration nous donne son interprétation. Alors interprétez-moi ces couleurs. Le vert, ça correspond à quoi? Alors le vert, c'est la préparation, c'est-à-dire on prépare une crête Oui. qui permettra... Très spectateur, Voilà. le mieux possible, voilà. Voilà. Une crête qui est ici. Oui. Ensuite, on enlèvera cette crête par les deux extrémités du bloc, par ici et par là. Donc on a créé une nervure qui va guider l'enlèvement, le coup qu'on va porter sur le silex. Et toutes les pièces en rouge, ici, ont été utilisées comme couteaux par les chasseurs magdaléniens. Alors dites-moi, lorsque vous êtes en présence d'un silex, une partie de silex, quelles sont les indications que cela peut vous fournir? Vous savez d'où il vient, vous savez qui l'a fait, enfin grosso modo, si c'est une grande population, si ce sont des gens jeunes comme eux, si ce sont des moins jeunes? Bon, disons, quant à l'apparence des personnes ou au sexe des tailleurs, vous êtes pas aucune obligé, idée. là, quand même. Aucune idée. Vous Aucune pensez idée, que les ça, on femmes le sait taillaient pas. les silex aussi? C'est pas impossible. C'est pas impossible, d'accord. Non, ça on le sait pas. Mais qu'est-ce que ça vous on apprend? peut dire s'il est expérimenté ou non. Par contre, là on voit comme il l'a préparé, comme il l'a taillé, c'est-à-dire qu'il a obtenu un grand nombre de pièces. On voit que c'était un tailleur expérimenté. D'accord. Vous avez d'autres pièces à nous montrer là? Il y en a une foule, hein. Je sais pas, mais quelques-unes peut-être. Bah, disons peut-être je vais prendre cet objet qui est aussi un moulage de deux pièces archéologiques. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, je m'occupe du moulage, voilà. Voilà. La pièce en gris foncé est une pièce qui vient du campement de Champrévert, au bord du lac de Neuchâtel. L'autre pièce vient du campement de Montru, donc à 1 km de Champrévert. Il y avait deux campements, donc éloignés d'1 kilomètre, et cet objet, ce remontage nous raconte un petit bout de l'histoire qui a pu se dérouler là-bas. Est-ce qu'il y avait un grand groupe qui habitait sur la rive? Est-ce qu'il y avait plusieurs groupes qui entretenaient des échanges? Ou est-ce qu'un groupe, en passant par là, a simplement ramassé un objet qui traînait sur la plage? Chaque fois que vous vous promenez au bord du lac de Neuchâtel, de Bienne-Mora, vous vous posez ces questions-là, vous? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Dites-moi. Bon, allez, montrez-moi, parce que on va pousser, hein, ils ont fait leur démonstration, elle était parfaite. Maintenant, j'aimerais bien savoir si vous êtes capable de tailler un silex. Allez, au travail. Ça, c'est une démonstration extrêmement importante, savoir que les femmes taillaient les silex à l'époque. Allons-y. Il faut peut-être prenez votre temps, hein, prenez votre temps. Oui, je vous en prie. Il faut peut-être dire que Marie-Isabelle, c'est une des rares femmes, peut-être la seule femme qui sait tailler le silex. Oui. Oh, il y en a un qui est parti un petit peu à côté. Ah ouais, dites-moi donc quand même, hein, regardez un peu ce travail. Bon, regardez. Donc, à partir de cette pièce-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Oh, ça c'est déjà extrêmement... Ce petit objet est déjà extrêmement coupant. Si on regarde... Voilà. Extraordinaire. Donc, rien bon travail, hein, pour votre musée. Très bon. Un petit peu petit. Un peu petit, vous trouvez? D'accord. Oui, oui. Et où avez-vous appris cette technique? Toute seule? Il y a des spécialistes docteurs silex? Voilà, il y a des spécialistes en silex qui taillent aussi. J'ai appris auprès d'eux, auprès notamment de Jacques Pellegrin en France. Je vous offre une dernière chance, allez, une dernière pierre là. Qu'est-ce que vous avez envie de nous proposer? Je vais vous proposer une spécialité magdalénienne. Vous faites micro comment, ça ira très bien. Bon, je vais refaire une petite lamelle de ce style, celle qu'on insérait donc dans les saguets.
sais pas si on la voit bien, oui, voilà. Voilà. Voilà, Ah, quel travail. Ouais, non, mais remarquez le travail quand même. Hein. Alors là, vous préparez le bord. Voilà, je prépare le bord pour arrondir un petit peu, pour pas endommager le percuteur. Et aussi pour renforcer le point d'impact, bien sûr. Voilà une autre lame. Extraordinaire. Ouais, regardez, beau travail, je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Hein, là, elle vient en démonstration chez vous de temps en temps? Oui, elle vient de temps en temps. En plus, si on a besoin de silex, on achète chez Marie-Isabelle. Seulement pour des reproductions pour le musée. Oui, ça c'est vrai. C'est impressionnant, donc comment trouvez-vous ça? Ah, superbe. Hein. Ah, c'est vraiment... Ça m'épate. Hein. Allez, prenez votre micro toujours, hein, d'accord. Allez, on va se replonger un peu maintenant parce que la question qu'on se posait au départ, c'est de savoir, on a quitté Expo 02 Bienne avec les pilotis en fer, et puis les pilotis en bois, ça correspondait vrai ou faux à des maisons construites, il y a des villages construits sur l'eau. Eh ben, on va les voir. Quand au milieu du siècle dernier, on se mit à découvrir en grand nombre des pilotis au fond de l'eau, on ne savait pas encore que le niveau de nos lacs avait varié au cours des temps. On pensait qu'il avait toujours été le même. Ainsi, tout normalement naquit cette légende romantique des villages construits sur l'eau qui s'imposa très vite et connut un immense succès. Cette conception était renforcée par la publication des images que des explorateurs comme Dumont d'Urville avaient rapportées de leur lointain voyage en Indonésie ou en Nouvelle-Guinée. On y voyait en effet des agglomérations bâties sur pilotis au-dessus de l'eau. Et presque telles quelles, ces images furent reprises dans les reconstitutions du cadre de vie de nos ancêtres de l'âge du bronze, tel qu'on l'imaginait au siècle passé. Mais nos connaissances ont évolué. Elles ont ramené les lacustres à la dure réalité terrestre. Bon, alors c'était un rêve romantique que d'imaginer la période lacustre sur les lacs? Oui, ça c'est sûr. Et je pense que cette idée de vivre sur l'eau, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. On retrouve ça dans ces artéplages d'Expo 02. Pour moi, c'est la même fascination. Donc pour vous, les artéplages, c'est du domaine du rêve, c'est du domaine de l'illusion un peu? Mais bien sûr, si on imaginait ces artéplages ou bien plutôt ces pavillons sur la terre, ça serait jamais la même chose. Vous imaginez les interprétations des gens qui vous auront succédé au musée Schwab quand ils vont retrouver les pièces de métal, là? Bon, allez, on va essayer de se renseigner, essayer de vous donner des informations sur la façon que l'on avait réelle de construire les maisons du côté de Cortaillot à cette époque. À son stade actuel, l'enquête des archéologues est assez avancée pour suggérer une reconstitution du village. Il était construit au bord du lac, sur une berge de craie, qui est un sol sur lequel la végétation pousse difficilement. Pas besoin donc de défricher avant de construire. Les maisons, assez longues, devaient être étroitement serrées les unes contre les autres. Les poteaux constituant l'armature des maisons étaient plantés dans le sol de craie avec un mouvement combiné de pression et de rotation. C'est à la hache et avec des coins qu'on refendait les plus gros troncs de chêne pour en tirer des pieux aux dimensions désirées. Les toitures pouvaient être couvertes de chaume ou de roseaux. Les parois étaient faites de branches de noisetier entrelacées, bourrées de mousse ou recouvertes d'un crépi d'argile pour assurer l'isolation. Voilà, avant qu'on poursuive ce thème, j'aimerais juste passer un message au capitaine Dazon. D'abord, est-ce qu'il est attentif? Il n'est pas descendu à quai, là? Non, je ne suis pas descendu à quai, je m'entraîne, tu vois. Là, tac, tac, j'ai mon petit couteau. Suivez attentivement, capitaine Dazon. Hein. Vous avez vu, maintenant, vous avez découvert quand même des pièces étranges et des personnages tout à fait fascinants. On a un peu chaud, là. Vous pouvez faire quelque chose pour nous? Oui, je peux accélérer un petit peu.
Allez, un petit coup d'accélérateur, ça nous ferait du bien quand même. Parce que, regardez, ça c'est quand même magique, vous êtes d'accord? Bien sûr. Ça c'est fantastique. Hein. Alors, bon, on revient un instant sur ces pilotis. Ces pilotis étaient construits sur Terre. Ça, c'est la grande question. Est-ce que, disons, le fond des maisons était plutôt près de la terre ou plutôt surélevé? C'est ça la grande question qu'on n'a pas encore pu résoudre. Mais le fait qu'ils étaient sur Terre, ça, on en est assez convaincu maintenant. Ce qu'on sait, c'est que nos ancêtres ont vécu au bord du lac, au bord des lacs, en général, oui. Mais pas sur l'eau. Pas sur l'eau. C'est simplement la hauteur de l'eau qui a varié. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'ils étaient installés chez eux? Regardez. 300 personnes environ devaient habiter le village. Elles vivaient dans des maisons allongées où s'accomplissaient aussi les travaux ménagers. Il y avait un coin réservé à la cuisine que l'on faisait à même le sol sur des foyers d'argile. Le grain était moulu sur des meules de granit et l'on fabriquait des étoffes pour se vêtir sur de grands métiers à tisser. Les maisons devaient être compartimentées, ce qui permettait de se reposer ou de se réunir à l'écart des activités artisanales et ménagères. Là aussi, quand on essaie d'imaginer ce qu'était une maison lacustre à l'époque, est-ce qu'on fait des hypothèses ou est-ce que ça paraît sérieux? Quand on vous explique ça, on vous dit voilà, c'était construit de telle manière, c'était structuré de telle manière. Quelles sont les preuves que l'on a de ça? Bon, c'est clair que pendant les fouilles, on fait beaucoup de documentation et ça c'est la base de nos interprétations. Ensuite, je pense, moi, en tant que responsable de musée, je vais un peu plus loin que les archéologues. J'essaie de proposer au public des scènes de vie, mais j'essaie aussi de les inviter de discuter ce que nous proposons. Et ça, c'est une approche moderne. Au fond, vous dites, venez donc dans mon musée, vous y verrez de vrais forgerons, vous y verrez des vrais maîtres de l'art de l'escrime ancienne, par exemple. Vous y verrez une vraie tailleuse de silex, au fond, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les gestes. Oui, c'est vrai. Et ça m'intéresse aussi de connaître leur approche, par exemple, à l'histoire, à la préhistoire. Et par ça, j'apprends beaucoup. Et c'est ça que je vais de nouveau disperser ou bien retravailler pour le public. Ça doit être très encourageant pour vous, quand même. On sort de l'art je dirais, de forger. On travaille vraiment dans le domaine scientifique. Oui, mais nous, depuis pas mal d'années, on travaille avec des archéologues au niveau du métal. Ça nous apporte beaucoup. Et puis eux, je crois que ça leur apporte pas mal aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, par exemple? Moi, plus je travaille... Déjà, ça m'a donné le contact avec le minerai de fer qu'on a dans le Jura. Donc, savoir qu'on a des pierres qu'on peut transformer en métal ici dans le Jura. Rappelez le rôle extraordinaire du feu. Oui, les éléments, ouais, bien sûr. Forcément. Et puis, plus on travaille, plus on va dans ce sens-là, plus j'ai l'impression de découvrir nos origines. Oui. Il y a nos grands-parents, etc. Ouais, mais on a des origines qui sont beaucoup plus lointaines. Et en travaillant le métal d'une manière aussi poussée que ça, j'ai l'impression de découvrir les origines. Et puis après, mais après ça va jusqu'au silex. Hein. Plus on est là-dedans, plus on est dans ce monde-là, plus on a l'impression de retrouver nos premières valeurs. Vous êtes fasciné par ce qu'elle est capable de faire? Ah, mais autant que devant le feu. Hein. Oui. Et vous? Bien sûr. Ah, tout à fait. Reprenez le micro. Voilà, c'est bon. Ah oui, moi je suis impressionné de voir ça. Et, je crois que Joseph a... Ouais, en plus, nous, le geste, pour nous, doit être précis. Donc, quand on l'a vu travailler... Vous avez vu à quel point on pourra lui en faire un pour toutes les personnes du bateau, c'est bien. Elle a du travail jusqu'à ce soir. Mais c'est vrai que c'est une approche très, très moderne du musée, ça. Le musée vivant, c'est le musée qui vous accroche et qui vous dit voilà comment vous avez les choses. Et pas seulement derrière une vitrine. Il y a encore un point important, à mon avis. On essaie toujours de comparer avec aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai amené ce scorie. C'est un produit qui se produit pendant la réduction. Ça veut dire quand on passe de cette... Du minerai de fer, là, qui est là, hein, on le voit. On va essayer de montrer, si on y arrive. Et là, par exemple, en archéologie, on a trouvé beaucoup de scories. Ce sont des déchets. Oui. Et si on veut voir qu'est-ce qu'on a développé aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on connaît le recycling. Aujourd'hui, on garde ça
on garde ça. Alors, à partir de ça, qui est donc une scorie, hein, qui est donc du métal de fer transformé, vous êtes capable de dire, ah ben, ils ont utilisé telle technique, ça date de telle époque Non, ça non. Non, mais quand même ça pas. me permet de... Qu'est-ce que ça vous permet de savoir? Je sais que les gens à l'époque, ce sont été des déchets. Ils n'ont pas eu la technique d'en tirer plus. D'accord. Et ce qui est intéressant, si on compare aujourd'hui avec les entreprises qui produisent ou bien qui travaillent avec l'acier, on connaît aujourd'hui le recycling. On ne pourrait jamais laisser du matériel comme ça de côté. Et ça, c'est quelque chose qui a développé entre-temps. Bien sûr. Moi, j'aimerais aussi un petit point de vue de tous les deux là, parce que on l'a compris, vous pratiquez cet art, je pense, dans le domaine du cinéma et du spectacle, vous le faites? Oui, c'est ça. Mais contrairement à elle, à vous, on n'est pas obligé de plonger dans le lac pour trouver des ressources, quoi. Ah, vous trouvez que c'est plus simple de faire ça? Pour nous, c'est plus simple. Il y a plusieurs façons. Soit on cherche des manuscrits, des traités historiques, ou pour il y a des traités qui vous expliquent les différents mouvements. On faisait comme ça à l'époque. Oui, par exemple, là, j'ai amené quelques exemplaires. Ça c'est le plus connu, c'est Taillefer. Hein. Et malheureusement, ça explique pas grand-chose. Ça date de quelle époque, ça? Ça, c'est 1459. Oui. Taillefer, maître allemand de l'époque, qui sort 6 livres qu'on connaît aujourd'hui. On peut essayer de le montrer à la caméra si on arrive comme ça, voilà. Qui montre les tranquillement, voilà, comme différents mouvements dans le combat avec à peu près tous les armes. Alors dans ce livre-là, il y a 280 planches à peu près. Hein? Oui, à peu près. Bon, voilà. On va des détails. À partir de là, il faut interpréter. Là, ça nous donne un mouvement. On ne sait pas exactement où ça a commencé, où ça se termine. Il y a une petite phrase d'explication avec. Et bon. Voilà. D'accord. À partir de cette connaissance, vous l'utilisez, donc si on a bien compris, vous ne l'utilisez pas forcément au cinéma, puisque le KPDP ne correspond pas à ces règles-là. Vous l'utilisez dans quelles circonstances? On l'utilise surtout aujourd'hui dans beaucoup de reconstructions historiques. Il y a un mouvement, ce qu'on appelle reenactment. Là, tu connais un peu plus, tu es un peu plus penché là-dedans. C'est à vous, docteur. Merci. Ils sont tous docteurs. Donc actuellement, l'escrime en fait prend différentes formes. Ouais. Elle, comme vous l'avez dit, elle s'exprime dans le cinéma, mais pas seulement dans l'épée. Elle s'exprime dans la guerre des étoiles, dans Max Max. Il y a beaucoup de formes en fin de compte d'expression du combat en fin de compte avec des armes blanches. Blade 2 qui vient de sortir. Par exemple. Donc là, il y a déjà une grande multiplicité d'expressions en fin de compte de cette forme d'escrime. Et puis pour nous, ce qui est intéressant aussi dans les manuscrits, c'est que tout à coup on redécouvre en fait le patrimoine européen. C'est ça qui est intéressant. Et par là même, on découvre l'immense quantité de techniques. Et on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Et ça nous nourrit aussi parce que dans le cinéma, de plus en plus, il y a une demande de plus en plus justement de réel. Et ça, c'est indispensable pour nous de pouvoir le retrouver dans les manuscrits, donc de les faire traduire. Petite question pour eux, il y en a un qui est en noir, l'autre qui est en blanc. Lequel est le bon et lequel est le méchant? Les deux. Les deux. Ça dépend du cachet. Ça dépend du cachet. Bon, vous voilà renseigné du côté de la régie. Vous n'avez qu'à choisir. Bon, Jean-Claude. Après, on va revenir un tout petit peu à vous, mais Jean-Claude, oui, il est un peu vacancier, Jean-Claude. Bah écoutez, je sais pas si dans 15 ou 20 000 ans, on va retrouver les objets de l'expo. C'est pour séduire les dames du Zontag Club. Alors, c'est peut-être, si on peut les séduire, tant mieux. Moi, j'ai essayé de faire une tenue expo idoine, puisqu'elles sont venues nous rendre visite. Alors, c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent avec des chemises manches courtes. Hein. Je les prône pas parce qu'elles font un petit peu commercial au comptoir, comme je dis. La chemise manche, c'est pas forcément à l'avant-bras qu'on a le plus chaud, mais pour être. Vous avez quelques commentaires à faire sur nos invités? Non, ça va? Non, c'est parfait. Deux couleurs, pas de dessin. On voit tout de suite le visage. Et les deux en noir-blanc, ça va? Juste. Parfait, noir-blanc, effectivement, qui est le bon et le mauvais, je sais pas. Là, une chemise un peu hawaïenne, des mi-mollets et puis des choses comme ça. Je vous les montre pas à l'envers, mais une petite croix suisse dessous, vous pouvez me croire, tout comme la montre, puisqu'on est à Bienne, il fallait quand même faire un geste. Et puis des mini chaussettes blanches, puisque apportées avec des baskets, pas des chaussettes blanches. Petite question quand même, à votre avis. On voit réapparaître partout le drapeau suisse. Hein. On aurait pu imaginer que ça paraisse un peu ringard à certains. Et au contraire, il est très présent. Comment vous l'analysez, vous Je ne sais pas si c'est lié directement avec cette expo cette année,
mais je pense que... Non, mais on n'hésite pas à porter carrément des t-shirts aux couleurs nationales. Je vous en amènerai un jour, d'ailleurs, il y en a tout plein. Non, mais comment vous l'interprétez, à votre avis? Je pense qu'on est assez fiers de ce drapeau, finalement, c'est pas plus mal, je veux dire, comme on le voit dans le sport. Il est bien dans cette position, hein. Voilà, je crois qu'on a vu... Je peux aussi vous montrer la montre maintenant, mais ce sera plus facile comme ça. Je pense que c'est simplement... on a peut-être un peu... Je vais pas dire moins honte, peut-être qu'un certain temps. Mais oui, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer d'autre? Alors, à part cette tenue-là, si vous allez à l'expo, et je ne sais pas ce qui restera dans 15 ou 20 000 ans, mais on trouve beaucoup de choses à l'expo. Je vais essayer de vous faire rire quand même. Il y a des standards. Hein. Bon, là, je ne vais pas le déployer. C'est un linge de plage, un linge de bain. Donc, aujourd'hui, ça pourrait être fonctionnel. Il y a éventuellement... une banane, bon ça on les verra plus tard, probablement encore sur le ventre des touristes et des écoliers d'ici quelques années. C'est du fonctionnel comme j'ai dit avant. La petite casquette pour les plus petits, c'est toujours drôle. Le chapeau de paille pour ces dames s'il fait très chaud. Bon, c'est aussi quelque chose à réutiliser plus tard. Et puis là, quelque chose qui sera certainement utilisé aussi à long terme, c'est le sac. Le fameux sac tout simplement en bandoulière. Vous n'avez pas peur que ça se démode très vite, ça? Vous savez, c'est comme d'autres fêtes à Vevey, à Genève, partout. On sait très bien qu'une année plus tard, on ne les porte plus, spécialement chez nous. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec d'autres personnes. Si vous n'ouvrez pas le parapluie. Mais on est dehors. Non. Bon, alors allez, vous pouvez. Alors, c'est un parapluie avec le monolithe, comme vous le voyez là. Ce qui est toujours drôle, c'est que si on récupère ou si on revient des Bahamas ou de je ne sais pas où, d'Aix-en-Provence avec un t-shirt, on le porte généreusement chez nous. Mais si c'est écrit Mora ou Fribourg, on n'ose presque pas. Donc ça, c'est aussi étonnant. Alors peut-être avec ça, on va le faire mieux. Et puis bon, des t-shirts qui sont assez drôles. C'est 02, il y a Girl, il y a Boys. Donc c'est très franglais, n'est-ce pas? Sans commentaire. Par contre, autre chose qui est assez amusant, c'est ce monolithe-là. Alors, je vous garantis que c'est un siège au départ, donc on peut le fermer. C'est aussi un sac. Et puis là-dedans, il y a quantité de petits objets amusants. Il y a évidemment la petite poupée, ça c'est peut-être pour ces dames. Je ne sais pas si vous voulez garder un petit souvenir. Voilà, peut-être. Voilà. Vous la trouvez comment, vous? Franchement. Chouette, ouais. Vous voyez ça dans 20 000 ans, quand on découvre ça dans un site à l'Athènes, il y a même, bon Dieu, ils étaient bizarres. Il ne va plus rester grand-chose. Je pensais qu'il ne restera pas grand-chose. Mais il y en a encore beaucoup à vendre. Allez. Dans un autre esprit, bon, c'est une grande marque zurichoise qui a refait une petite cravate, là, comme on l'a déjà vu une fois lors du 700e, avec simplement une Suisse en fond noir et rouge. Bon, mais c'est un vrai marchand, hein, j'ai vu. On a les cravates, mais c'est pas tellement la saison là pour Alors nous. bon, des petites montres. La montre, vous l'avez déjà, oui, c'est bon. Assez lentement, je pense que je vais les montrer là. Et puis, alors évidemment, il y a quelque chose qui est plus sympathique peut-être à conserver, c'est le parfum, puisqu'on a eu la bonne idée. Ça, c'est une première. Il est bien, il s'appelle Nati, le parfum. Hein. Il est pour dames et pour hommes, il s'appelle Imagination, absolument. Ah, Imagination. Donc on a fait ça en Suisse pour hommes et pour femmes. Et puis voilà, autrement, il y a des chaussettes et ce sont toujours les petites Lily que vous retrouvez dessus. Okay. Une dernière chose peut-être pour voyager brièvement, si on n'est pas à l'expo, 2 phénomènes ce week-end, enfin encore cette semaine à Avange, donc le Forum Opéra à Tosca et Guillaume Tell jusqu'à la fin de la semaine. Et puis pour ceux et celles qui ont envie d'un week-end peut-être un peu plus gai, puisque c'est la Gay Pride qui se déroulera à Neuchâtel ce week-end aussi. Voilà. D'accord, vous nous en parlez la semaine prochaine? Ce sera ce week-end qui vient, donc je vous en reparle si vous voulez. Merci. J'aimerais juste vous poser une question, Christian Angenberger, parce qu'on a vu là réapparaître le drapeau suisse sur toutes sortes d'éléments. Hein, et on se disait, mais au fond, on voit les jeunes et moins jeunes le porter de plus en plus de manière visible. Comment vous interprétez ce phénomène, vous? C'est apparu déjà l'année passée lorsqu'on a parlé de l'Union européenne, notre adhésion. C'est apparu au Parlement lorsqu'on a parlé de questions d'asile. C'était un peu contre Blocher aussi pour montrer que... Qui ne récupérait pas, lui, le phénomène. Il n'était pas le seul à récupérer. Ouais. Et moi, j'aimerais dire autre chose. J'ai vu au sein de la tour, à l'intérieur de la tour, ici à Bienne, ces drapeaux usagés qui ont toute une vie derrière eux. Et je trouve que c'est très, très beau d'avoir fait ça de cette manière-là et non pas d'avoir... commander des drapeaux suisses dans une fabrique, mais ces drapeaux vieillis, usés, déchirés, c'est magnifique. Qui ont une histoire, hein, comme celle qu'il nous raconte aujourd'hui. C'est votre première visite à Expo 02 Non, j'en ai fait, mais c'est ma première visite non officielle. D'accord. Et quelle est votre impression de l'ensemble? Je trouve que c'est magnifique. D'abord, c'est très beau à voir. Donc, pour l'instant, on est avec le Zonta Club et puis nous nous sommes contentés de marcher, de nous promener. Et rien que ça, c'est déjà magnifique. Merci beaucoup. Bon, on va revenir un instant à nos silex quand même, parce que ça, je trouve que c'est une histoire passionnante. Et là, encore des pierres. Vous m'en sortez une ou deux, là, juste pour voir? Regardez ce qu'elle va encore. Voilà. Ça, alors, qu'est-ce que c'est? Montrez. Alors ça, ça reconstitue un des plus anciens objets qui a été taillé. C'est un galet taillé, simplement. Oui. Donc les premiers galets ça, c'est taillés... les tout premiers. Tout premiers objets taillés qu'on connaisse. Enfin, ils étaient peut-être pas comme celui-là exactement, mais
les plus anciens objets qu'on connaisse, c'est des galets taillés. Est-ce qu'on en trouve encore lorsqu'on se déplace sur les rives de ces trois lacs? Oh, il n'y en avait absolument pas ici. On les trouve en Afrique. Celui-là, il vient d'Afrique? Non, celui-là, il vient de... C'est moi qui l'ai fait. Ah, quand je vous dis. Ça va être de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Alors, remarquez, magnifique pièce qui date donc de... D'une année. D'une année. Mais elle pourrait dater de... De 2 millions d'années. De 2 millions d'années. Alors, on va opter pour 2 millions d'années. Est-ce que quelqu'un qui la trouve dans quelque temps, il verra que c'est une pièce récente? À quoi verra-t-il qu'elle est récente? Il la verra pas forcément en disant que ici en Suisse il sera quand même étonné de trouver un galet taillé, mais si je vais le poser, où est-ce qu'il faut que je le pose pour qu'ensuite on se dise tiens c'est une pièce de l'époque? Je vais pas vous le donner pour que vous le posiez quelque part. En admettant que vous me le dites. Il faudrait le poser où? En Afrique? Oui, peut-être en Afrique. Il y en a des mêmes finalement dans les stations lacustres beaucoup plus récents qui datent de l'âge du bronze. C'est quand même extraordinaire. Autre pièce encore? Un biface peut-être. Allez, allons-y pour le biface, il est là-dessous. Voilà, alors un biface, à quoi ça sert? C'est un outil à tout faire, c'est donc un objet taillé sur ses deux faces. Oui. Bon. Celui-là, vous l'avez aussi taillé? Voilà. Vous avez vu, elle n'a pris aucune pièce authentique. Elle s'est dit, si on va zigzag café, de toute façon, je vais en perdre une ou deux. Il y en a qui vont déjà les récupérer pour en faire du commerce. Donc, je l'ai fait moi-même. C'est ça, à peu près. Bon, alors, expliquez-moi votre biface, là. Cela étant, c'est quand même étonnant, puisque je suis bien persuadé que si un spécialiste de la préhistoire trouve ça, il va dire que c'est d'époque. Oui, il pourrait. Oui, il pourrait, modèle. Il pourrait, oui. Peut-être qu'il y a quand même quelques imperfections, parce qu'en fait, la partie active du biface, c'est surtout sa pointe. Et peut-être qu'elle est un tout petit peu trop épaisse. Donc, vraiment, un spécialiste dira qu'elle est un tout petit peu trop épaisse et que c'est un faux. D'accord. Oui, mais ça, c'est un très bon spécialiste, alors. Oui. Et vous passez votre temps à faire ça? Non, quand même pas. Non, qu'est-ce que vous faites d'autre, alors? À part les silex. Madame fait des silex. Quand je fais de l'archéologie, c'est vrai, si, quand même, je fais que ça. Non, sinon, je tire un petit peu à l'arc, à la sagaie. Voilà, avec vous. Voilà. Ouais. Bon, on n'a pas amené d'arc et pas de sagaie parce qu'on s'est dit que on s'approche de la côte. On n'est pas loin de... Où est-ce qu'on est? Capitaine Dazon, où est-ce qu'on se trouve là? On va voir s'il est toujours aussi attentif. Nous sommes à l'île Saint-Pierre-Sud. Voilà, nous sommes à l'île Saint-Pierre-Sud. Félicitations à toute l'équipe technique parce qu'on rappelle que de se déplacer comme ça, il faut des liaisons, il faut organiser, il faut que les images et les sons passent. Et je crois savoir qu'ils ont bien passé dans l'émission. En tout cas, merci. Vous rappelez l'endroit où se trouve votre musée? C'est le musée Schwab à Bienne, musée d'archéologie. Qui est ouvert de quand à quand? Toujours dans l'après-midi. Toujours dans et l'après-midi. sur demande aussi le matin. Voilà, vous y êtes le 24 septembre. Hein? Et vers 18h, je crois. D'accord. Et vous, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Au musée d'archéologie à Neuchâtel, au Lathénium. Au Lathénium, on ferait bien de se rendre aussi. Et vous-même? Alors nous, on peut nous voir travailler tous les jours au musée du Fer à Valorme. Oui. Cette épée a été forgée devant les visiteurs au musée du Fer à Valorme. Vous travaillez toujours les deux ensemble ou vous vous remplacez? On est 5. Vous êtes 5. À se remplacer, ouais. Bien, merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce programme. Demain, on vous propose de la musique africaine. Vous savez qu'il y a une réunion francophone extrêmement importante qui se tient à Berne. Actuellement, ce sont des députés francophones qui ont envahi la Suisse. On va accueillir notamment, nous en particulier, des gens qui sont responsables de programmes de télévision en Afrique, de réalisateurs. On vous propose de la musique, les frères Koulibaly et leur formation. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On va vous permettre de retrouver Philippe Dainden qui est en train de, avec Radio Hirondelle, en train de préparer des radios du côté du Congo, notamment. C'est-à-dire que vous n'avez mais vraiment aucune raison de ne pas être avec nous demain. Merci beaucoup.